Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet dont j'ai parlé déjà un petit peu dans des vidéos précédentes. On va discuter un petit peu de mindset ensemble. Bon, alors là, ce que vous venez de voir, évidemment, c'est une fiction, mais j'aimerais bien savoir à qui ça n'est jamais arrivé, ce genre de scénario. Voilà, on fait une analyse qui est ce qu'elle est. On détermine des points d'attention, voilà, et puis on a un modèle qui, par exemple, consiste à la prise d'une sell side ou d'une buy side, d'ailleurs peu importe, et une fois qu'on a les conditions de ce modèle, par exemple ici un displacement, on entre, et il y a toujours un moment, ça vous est certainement arrivé, moi je suis honnête avec vous, ça m'est arrivé, où on se dit, bon allez, je déplace mon stop, parce que ça se trouve, ça va pas être là, mais ça va être un peu plus bas. Puis ça continue à baisser, je déplace mon stop encore, allez. J'ai pas envie de perdre. Et il y a un moment où la perte devient inacceptable. On coupe la position et bien évidemment, c'est à ce moment-là où le marché décide de se retourner. Alors mettez-moi dans les commentaires, hein, si ça ne vous est jamais arrivé, tant mieux pour vous. C'est l'expérience après qui fait qu'on apprend à ne plus faire ce genre de choses, mais en tout cas, quand on commence à faire du trading, en règle générale, ça c'est un comportement qui est classique. Et ce comportement, il est le fruit d'un mécanisme qui est bien particulier, qui est complètement humain et qui s'appelle l'aversion à la perte. C'est-à-dire que même en ayant un modèle dont on connaît déjà les statistiques, même si on applique un modèle dont on sait que on a 2 chances sur 3 de réussite, ou même une chance sur 2, ben, lorsqu'on se retrouve confronté à cette perte, il y a un mécanisme qui est presque chimique, qui est en tout cas psychologique, qui fait qu'on va essayer d'éviter cette situation. Donc l'aversion à la perte, bon, ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir rapprocher notamment des besoins primaires, hein, qui ont été notamment théorisés par Maslow, la fameuse pyramide. Et donc dans cette aversion à la perte, on va pouvoir retrouver des mécanismes comme la peur de ne plus se conformer au groupe, notamment si on est dans une communauté de traders qui ne fait que partager des gains, évidemment en occultant de partager les pertes. Et ben, lorsque nous on se retrouve confronté à une perte, évidemment on va se sentir exclu d'un groupe. C'est évidemment une exclusion théorique parce que ces mêmes traders eux-mêmes ne vont pas partager leurs pertes. Donc c'est un phénomène de groupe qui est quand même assez particulier. Alors il y a quand même un auteur que vous connaissez peut-être, soit de nom ou soit parce que vous l'avez lu, qui a bien expliqué les mécanismes qui peuvent se passer lorsqu'on se retrouve confronté à une perte. C'est Mark Douglas, Trading in the Zone. La version française, c'est Trader entré dans la zone, je crois. Et donc, bah, lui, il a fait notamment, il a parlé beaucoup de ce mécanisme d'aversion à la perte. Alors déjà comme un biais psychologique, hein, c'est-à-dire qu'il explique que l'aversion à la perte, c'est un biais cognitif qui va pousser les traders à accorder plus d'importance à éviter les pertes qu'à réaliser les gains. Donc bah, évidemment, ça peut les amener à prendre des décisions irrationnelles, comme par exemple ce que je viens de mettre en scène un peu de façon théâtrale, hein, mais comme conserver trop longtemps des positions perdantes dans l'espoir de récupérer, ou à l'inverse, de sortir trop tôt de positions gagnantes par peur de les voir se retourner. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier mécanisme d'aversion à la perte, c'est vraiment un biais psychologique. Alors évidemment, ça va avoir un impact sur la prise de décision, c'est-à-dire que cette peur de perdre, elle peut paralyser les traders, elle peut les empêcher de prendre des décisions objectives qui sont basées sur leur analyse de marché, et ça peut les rendre amener des conduites trop émotionnelles en fait, qui vont induire des erreurs qui peuvent être parfois coûteuses. Alors Mark Douglas notamment, il parle de l'importance de l'acceptation des pertes, c'est-à-dire il insiste sur le fait que les pertes font partie intégrante du trading, c'est-à-dire qu'un trader qui réussit, il doit apprendre à accepter les pertes comme un coût inévitable de l'activité et à se concentrer sur le processus de trading plutôt que sur les résultats individuels. Et ça, c'est vrai que j'en ai parlé de nombreuses fois dans le salon VIP. Hein. Pour moi, un trade réussi, c'est pas forcément un trade gagnant. Pour moi, un trade réussi, c'est un trade dont l'exécution est parfaite. En l'occurrence, ici, alors, bon, je vais pas vous expliquer pourquoi, mais ça n'aurait pas été une exécution parfaite, parce qu'on était quand même dans un contexte qui fait qu'il aurait fallu d'autres signaux. Mais en admettant que l'exécution de ce trade ait été parfaite, le fait de prendre une perte ici n'en fait pas un trade raté. Voilà, ça en fait un trade perdant, mais ça n'en fait pas un trade raté. Par contre, en admettant qu'ici je n'ai pas coupé ma position, que j'ai attendu que le marché se retourne et que je sorte en léger gain, alors voilà, admettons,
je me dis ouf, c'est bon, je sors ici. Est-ce que ça en fait un trade réussi? Non, pas du tout. Pour moi, c'est pas un trade réussi. C'est un trade gagnant, certes, mais c'est pas un trade réussi parce que l'exécution, c'est absolument n'importe quoi. Parce que j'avais prévu de perdre 1 et je me retrouve à avoir, même si c'est une perte non réalisée, à avoir perdu 3 ici. Donc je n'ai pas respecté mon money management, je n'ai pas respecté mon plan, et en plus, je sors ici sur une action qui est complètement émotionnelle, qui est de me dire ouf, je suis enfin libéré, je vais pouvoir, à défaut de gagner quelque chose, sortir sur un léger break-even. Un break-even positif, on va dire. Et donc là-dessus, c'est vrai que Mark Douglas, il insiste essentiellement sur la gestion du risque, c'est-à-dire pour minimiser l'impact de l'aversion à la perte, il recommande de mettre en place une stratégie de gestion de risque rigoureuse. Rigoureuse, c'est-à-dire que si vous avez prévu de perdre ici, vous perdez ici, c'est tout. Et ça implique de définir à l'avance le montant maximal qu'on est prêt à perdre sur chaque transaction, et évidemment de s'y tenir. Alors, ceux qui me connaissent un petit peu, en tout cas depuis longtemps, savent que j'ai une formation de psychologue, donc il y a des choses dont je peux parler assez facilement parce que ce sont des choses que j'ai étudiées, voire même éprouvées. Et notamment, alors moi, je rapproche cette aversion à la perte de plusieurs choses, mais on peut facilement faire un parallèle avec le mécanisme de deuil, en fait. Un deuil, c'est ni plus ni moins qu'une perte qui peut être évidemment émotionnelle, elle peut être narcissique, elle peut prendre différents aspects, mais un mécanisme de deuil implique plusieurs étapes. Donc on va regarder ça un petit peu. La première étape, ça va être le choc et le déni. Donc par exemple, face à une perte importante ou non prévue en trading, comme face à un deuil, on peut ressentir un choc, on peut refuser de croire ce qui s'est passé. Et le déni, ça peut se manifester par exemple par l'espoir irrationnel, parce qu'il n'y a rien de rationnel ici à se dire ça va monter. Non, là c'est en train de partir en drawdown. C'est un espoir irrationnel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de contour dans un modèle de trading, de récupérer des pertes, si possible rapidement. Ce qui fait que, ici, on va refuser de prendre la perte et on va abaisser le stop loss en disant ça va remonter. On ne sait pas pourquoi ça va remonter, c'est juste, il y a un choc déjà, et ensuite il y a un déni. Ça c'est une première chose. Après, il va y avoir, dans le mécanisme de deuil, la colère et la frustration. Donc la colère, elle peut se diriger contre soi-même pour avoir pris de mauvaises décisions. Ici, j'ai fait n'importe quoi, j'aurais pas dû faire ça. On ne sait pas pourquoi, hein, mais c'est ce qu'on se dit intérieurement. Et la frustration aussi de ne pas pouvoir contrôler la situation, de ne pas pouvoir avoir quelque part presque une action magique sur le prix, comme si on pouvait souffler sur des bougies et faire en sorte qu'elle remonte. Donc ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, dans le mécanisme de deuil, on va voir la tristesse. On parle aussi de dépression. Dépression dans son sens, pas dans son sens psychiatrique du terme, hein, mais dans un sens où on a presque comme une asphyxie de notre sphère émotionnelle. Là, la perte financière, elle peut entraîner un sentiment de tristesse, de désespoir. Donc évidemment, surtout si elle a un impact significatif sur la vie personnelle ou sur le portefeuille. Ici, si j'ai risqué 0,2%, bon, voilà, on va aller jusqu'à aller faire 0,8% du portefeuille. C'est pas agréable, mais c'est tenable. Si par contre, on engage 5% de notre portefeuille sur cette position et qu'on se retrouve accuser un drawdown qui est 3 fois supérieur à celui qu'on avait prévu, cette fois-ci, on perd 15% sur un trade. Donc là, évidemment, c'est énorme. Et donc, là, ici, ça va impliquer, surtout lorsque on a finalement, parce que la perte devenait inacceptable, on a décidé de sortir, ça peut impliquer une tristesse profonde. En tout cas, un désespoir. Notamment lorsqu'on voit que le prix, finalement, nous donne raison. Et on a la quatrième étape du deuil, hein, qui est l'acceptation et la reconstruction. Donc dans les deux cas, l'acceptation, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant et de se dire bon, allez, j'ai perdu gros, mais je vais pas m'arrêter là, je continue, je travaille, je reprends l'étude de mes modèles. En trading, ça va signifier évidemment reconnaître les pertes parce qu'elles font partie du jeu et se concentrer sur l'apprentissage et l'amélioration. Et si on parle du processus de deuil en tant que tel, hein, c'est-à-dire la perte d'un être aimé, ça implique d'accepter la perte et de trouver un moyen de continuer à vivre, tout simplement. Alors là-dessus, je vais revenir donc au travail de théorisation de Mark Douglas, hein, et notamment, ce qu'il explique bien, c'est que le travail psychologique qu'on va avoir engagé pour travailler sur cette aversion à la perte, il y a 3 grandes catégories. Hein. Ça va être déjà la gestion des émotions, c'est-à-dire apprendre à gérer des émotions intenses et parfois contradictoires. Et ça peut impliquer par exemple de développer une discipline émotionnelle.
On va avoir l'adaptation à une nouvelle réalité, c'est-à-dire une perte importante en trading, ça peut modifier la perception du risque et de la stratégie d'investissement, ça c'est une chose, d'en tirer les enseignements, et puis surtout ne pas partir dans des travers qui seront, par exemple, de se dire c'est pas grave, je vais me refaire. Ça on en discutera plus tard. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la reconstruction de l'identité, c'est-à-dire les pertes en trading, elles peuvent ébranler la confiance en soi et l'estime de soi. On peut se sentir nul, tout simplement. Surtout si on est dans une communauté comme un Discord ou un Telegram ou Twitter, où on est inondé de personnes qui nous partagent leurs trades incroyables, où il y a avec des screens fournis par les brokers, où on se retrouve, on voit des performances de plus de 100, plus 300%. Donc ça, c'est sûr que ça peut ébranler la confiance en soi. Et donc ça va entraîner forcément une remise en question de l'identité et du rôle qu'on peut avoir et de l'image qu'on peut avoir de soi-même. Bon, mais là, évidemment, je parle des pertes. Pour parler des pertes, il faut évidemment parler des gains et des travers psychologiques qui peuvent aussi découler des gains en trading. Et il y en a, faut surtout pas les minimiser ou les sous-estimer. Qu'est-ce qui se passe donc là, on vient de voir ce qu'il se passe lorsqu'on perd, et lorsqu'on perd en trading, c'est un mécanisme qui peut se rapprocher d'un mécanisme de deuil. Et qu'est-ce qui se passe quand on gagne? Donc ça implique également des mécanismes psychologiques. On pourrait même parler de mécanismes chimiques, en tout cas endochimiques. Il y a par exemple quelque chose que vous connaissez certainement, la libération de dopamine. C'est-à-dire le gain, ça va activer un système de récompense du cerveau et ça entraîne la libération de dopamine. Donc c'est un neurotransmetteur qui est associé au plaisir et à la motivation. Et cette sensation de plaisir, elle va renforcer le comportement de trading. Elle va inciter à rechercher des gains supplémentaires. C'est quelque chose qu'on va pouvoir également retrouver dans par exemple la prise de substances, que ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, le tabac. On va être dans des mécanismes assez similaires, voire même pourquoi pas aussi l'addiction au sexe. Ça peut aussi, et ça c'est quelque chose que j'imagine vous observez tous les jours en tant que trader au sein de certaines communautés, notamment sur Twitter, ça peut aussi donner un sentiment de puissance et de contrôle. Ça peut procurer quelque chose qui va venir renforcer l'ego et l'estime de soi. Et évidemment, c'est une illusion, mais cette illusion de contrôle, elle peut conduire à une surestimation de ses capacités, à une prise de risque excessive. C'est-à-dire que, et en admettant que ce trade ici ait été gagnant, on peut se considérer comme le maître du monde et évidemment sous-estimer l'impact de la chance dans les gains qu'on aura eu sur ce trade, parce que il y a aussi la chance qu'il faut pas qu'on a souvent tendance à sous-estimer dans les profits qu'on peut faire sur les marchés. Et évidemment, c'est un facteur qu'il faut envisager, le facteur de la chance. Et ça peut nous conduire à quoi? Une prise de risque excessive, c'est-à-dire un excès de confiance. Il faut toujours s'en méfier. Je sais que ça arrive à tout le monde, ça m'arrive, et lorsque j'enchaîne par exemple trop de positions gagnantes, je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça, moi j'ai tendance à lever le pied. Et en tout cas, à diminuer mon sizing. C'est-à-dire que si j'ai l'habitude de risquer 1, je vais plus avoir tendance au bout de 5 positions gagnantes à risquer 0,5. Parce que statistiquement, je sais qu'à un moment donné, il va y avoir une perte, et que cette perte, elle va arriver probablement au moment où je vais m'y attendre le moins et au moment où je me sentirai le plus en confiance. Ensuite, on a un troisième phénomène qu'on appelle le renforcement positif intermittent. J'en ai déjà un peu parlé, c'est-à-dire que les gains en trading, c'est imprévisible, même si on applique un modèle, on espère que ce modèle va être gagnant, mais il y a souvent une notion d'imprévisibilité, et ça va créer un schéma de renforcement positif intermittent. Ce type de renforcement, il est particulièrement puissant pour créer une dépendance, car il maintient l'espoir de gain futur, même en cas de perte. Ce qui peut se passer ici, en admettant que j'ai enchaîné des positions gagnantes, le travers qui peut me tomber dessus, c'est de perdre ici et de me dire c'est pas grave, je vais rentrer à nouveau ici parce que je sais que je vais gagner, parce que trop de confiance. Ensuite, ce que les gains peuvent entraîner, c'est une forme de dépendance et une perte de contact avec la réalité. Donc on va avoir déjà une dépendance comportementale,
C'est-à-dire la répétition des gains et la libération de dopamine peuvent créer une dépendance similaire à, par exemple, celle des jeux d'argent, hein. Et le trading, dans ce cas-là, ça devient une source de plaisir et de satisfaction. Et le trader, il peut passer de plus en plus de temps à trader. Notamment, il va négliger, il peut rentrer dans une phase vraiment de dépendance où il perd le contrôle, il va négliger complètement d'autres aspects de sa vie. Donc ça peut notamment poser des problèmes de santé, ça peut poser des problèmes professionnels s'il a un travail à côté, ça peut évidemment poser des problèmes familiaux, des problèmes de couple, enfin bon, voilà, et tout ça. Ça peut conduire aussi à une distorsion de la perception des risques. C'est-à-dire que les gains répétés, ils peuvent conduire à une sous-estimation des risques et à une surestimation des chances de succès. Et le trader, il peut se croire invincible, il va ignorer les signaux d'alerte, il va prendre des décisions complètement impulsives. Alors moi, ça me rappelle un peu des phases comme par exemple en mars, avril 2021, où dans le Discord du trône, tout le monde commençait à se poser la question de devenir trader à temps complet, d'acheter ci, d'acheter ça, parce que ils étaient en train de passer sur des phases où les gains n'étaient plus normaux, on va dire. Et il y avait une espèce d'euphorie ambiante qui était un signal, hein. Tout le monde ne l'a pas vu, mais c'était clairement un signal. Lorsqu'on rentre en phase d'euphorie, c'est un signal dont il faut se méfier. Donc c'est-à-dire, en gros, c'est une perte de contact avec la réalité financière. Est-ce que c'est normal de gagner, de faire x2, x3, x4, x100 sur les marchés? Est-ce que c'est normal? Et ces gains importants, ça peut créer une illusion de richesse et une perte de contact avec la réalité financière. Le trader, il peut par exemple se mettre à dépenser de manière excessive, à prendre des engagements financiers, commander une voiture, négliger la planification à long terme, en se disant, j'ai gagné 100 000, je m'achète une grosse voiture parce que je sais que je vais gagner à nouveau 100 000 derrière. Bon, ça c'est une chose. Et ça peut aussi créer un isolement social. Et ça, faut vraiment s'en méfier, hein. C'est-à-dire que la dépendance au trading, ça peut faire en sorte que la personne va privilégier le trading à toute forme d'interaction sociale. Et là encore, j'imagine que si vous avez des traders parmi vous, vous avez certainement à un moment donné eu ce sentiment que cette personne s'isolait pour une raison ou pour une autre. Et c'est pas simplement parce que cette personne est en perte, ça peut aussi vouloir dire qu'elle est en gain et qu'elle est rentrée dans une phase de dépendance. Alors, si j'ai choisi d'aborder ce sujet aujourd'hui, il y a quand même des raisons très précises. C'est que déjà, on est dans une phase de marché où j'imagine probablement beaucoup d'entre vous sont face à des pertes et qui peuvent parfois entraîner cette fameuse détresse dont je parlais plus tôt, soit parce que vous avez pris de mauvaises décisions, soit parce que vous avez refusé de perdre ce que vous aviez prévu de perdre dans l'espoir, souvent assez irrationnel, ou parce que vous avez écouté peut-être les mauvaises personnes, que le marché allait se reprendre. Et il se trouve que le marché ne s'est pas repris. Non seulement il ne s'est pas repris, mais il a continué à creuser un drawdown qui fait que vous vous êtes retrouvé un peu dans une situation d'hébétement. Vous vous êtes retrouvé prostré à regarder votre portefeuille fondre comme neige au soleil, à ne plus savoir quoi faire et à vous dire de toute façon maintenant j'ai tellement perdu que je ne peux plus encaisser cette perte et que je n'ai plus qu'à espérer que le marché se reprenne. Ça va créer de nombreux biais et notamment le fameux, ce que je montrais ici, c'est-à-dire que lorsque vous revenez à l'équilibre, vous n'êtes plus capable d'analyser le marché correctement pour voir que le marché est retourné dans une phase haussière qui permet d'envisager des gains et vous allez sortir à l'équilibre, à break-even, et ensuite vous allez voir le marché partir sans vous. Ça peut évidemment créer une autre souffrance, hein. Alors je pense aussi à tous ceux qui, au sein du trône par exemple, font du copy trading, et on a ici un exemple, très bel exemple, c'est sur les bots LIM. Alors bon là ici on en a plusieurs, vous voyez que certains remplissent vraiment, ils prennent des profits régulièrement, et parfois, ça arrive régulièrement, et ça arrive à peu près à toutes les paires, on peut faire face à le fameux drawdown. Voilà les ordres qui ont été remplis par le bot, avec a priori une prise de profit qui est ici 2% au-dessus de la VWAP. Il se trouve que là, on s'en est approché, et non. Là, on voit bien que AR, par exemple, ici, il est sur un drawdown important. Et on a beau vous dire que les bots LIM ont 100% de réussite, et que le seul risque, c'est le temps durant lequel vous allez vous retrouver en drawdown, ça peut générer une souffrance. C'est le cas également pour les bots AQ, et voilà, qui sont donc des bots d'accumulation, qui sont engagés pour la première saison à 100%, pour la deuxième saison
presque à 100%. Il reste encore quelques places sur Layer 1, Infra et Interop. Et pareil, ceux qui ont fait le pari d'une alt season, en fait, là, pour l'instant, ce pari n'est pas confirmé. Et là, ces bots, ils sont entrés dans une phase de drawdown important. Donc, la vocation de cette stratégie, c'était pas d'encaisser des pertes, évidemment, c'est de prendre des gains. Donc, ces stratégies étaient annoncées sans stop loss. C'est-à-dire qu'a priori, le véritable stop loss de cette stratégie, c'est zéro en fait. Exactement comme les stratégies SHAD, on ne met pas de stop loss et on accepte de rentrer dans une phase plus ou moins longue de drawdown. Donc à moins que ceux qui ont copié ces bots définissent eux-mêmes une perte limitée, en disant si je perds plus de ça, je coupe mes positions, il est probable que certains d'entre vous soient entrés en drawdown. Alors, quand tout à l'heure je parlais dans le mécanisme de deuil d'une phase d'acceptation, on va pouvoir rapprocher ça aussi d'une technique de gestion du risque dont vous avez certainement entendu parler, qui va, pour certains, faire en sorte que les pertes deviennent acceptables ou soient moins compliquées émotionnellement dans certaines circonstances. Et là, évidemment, je veux parler du hedging. Ça équivaut à, plutôt que de prendre une perte, d'ouvrir une position opposé à la position qu'on avait prise. Donc ici, je suis en spot, j'ai prévu un drawdown, mais ce drawdown va au-delà de ce que moi j'accepte. Et par exemple ici, je vais ouvrir une position vendeuse. En gros, je vais shorter le marché. Donc ça, évidemment, ça demande des compétences. C'est pas forcément évident. Et puis, il faut aussi, évidemment, avoir du capital à injecter pour pouvoir hedger cette position. Ça peut impliquer du levier, donc voilà, bon, c'est risqué, si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas ce que vous faites, moi je ne le conseille pas. Mais en tout cas, dans les avantages du hedging, ça va permettre, d'atténuer la douleur de la perte, ça permet de limiter l'ampleur des pertes potentielles, ça peut réduire le sentiment de choc et de panique, souvent associé à des pertes importantes, ça c'est clair, Et en ayant une certaine forme de protection, le trader il peut se sentir moins exposé, et donc du coup moins anxieux. Et faut pas minimiser tous les comportements irrationnels que le stress peut nous conduire à adopter. Donc ça, c'est vraiment important. Ça peut donner aussi un sentiment de maintien du contrôle. Donc même lorsque le marché ne va pas dans votre sens, on peut retrouver un peu une illusion un semblant de contrôle. Ça peut réduire la frustration, ça peut réduire la colère qui accompagne évidemment les pertes. Ça va permettre évidemment, mais là c'est factuel, de préserver une partie du capital ou le capital. C'est-à-dire qu'en réduisant les pertes, le hedging, ça peut s'avérer essentiel pour la poursuite de l'activité de trading parce que simplement, ça permet de d'éponger tout ou partie des pertes. Donc ça peut venir atténuer le sentiment de désespoir qui est associé à la perte financière. Ça c'est un troisième point. Au niveau psychologique, ça peut redonner un sentiment de sécurité. Contrairement à l'acceptation passive de la perte, ça peut donner un sentiment de protection, ça peut réduire le stress. Le hedging, ça peut faciliter une transition plus douce à travers le processus de deuil de la perte. Ça, c'est également une nouvelle chose. Et au lieu d'une perte sèche et abrupte, le hedging, ça permet une réduction progressive de l'exposition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ici, j'ouvre une position vendeuse, je vais, en équilibrant avec mon exposition ici sur le bottom, je vais progressivement réduire mon exposition sans pour autant augmenter mes pertes. Et ça peut éventuellement donner une petite bulle d'oxygène pour trouver le temps de s'adapter aux nouvelles conditions de marché. Et après, il y a la notion également du maintien de l'engagement, c'est-à-dire qu'il y a une pression psychologique à sortir du marché parce qu'on a peur que le marché finalement aille dans notre sens et qu'on ne soit pas là. Donc ça procure aussi un maintien de l'engagement. L'acceptation de la perte, ça peut parfois entraîner un désengagement du trading, par peur aussi de revivre une expérience douloureuse. Donc là, le hedging, en limitant les pertes, ça peut aider à maintenir l'engagement et la confiance du trader. Et enfin, le hedging, ça va avoir aussi une action réparatrice. Je le mets vraiment entre guillemets, c'est-à-dire que ça procure un sentiment d'action, par exemple l'action de réparer une erreur commise, et ce sentiment d'action, il est moins passif que la simple acceptation, et ça permet de garder confiance en ses capacités à reprendre le contrôle. Donc tout ça, ça peut éventuellement rentrer un peu dans le cadre qui est encore émotionnel, qui est celui de la résilience, c'est-à-dire la capacité à rebondir, parce qu'on va minimiser le choc lié
à une perte parce qu'on aura repris le contrôle sur cette perte. Donc ça, c'est un mécanisme psychologique qu'il ne faut pas non plus sous-estimer. Ça peut atténuer le choc, ça peut redonner une adaptation active aux conditions de marché. Et donc, potentiellement, ça peut aussi nous aider à maintenir la capacité opérationnelle. Donc, et notamment éviter la perte de confiance qui peut être liée à une prise de perte. Donc tout ça pour dire que, évidemment, le hedging, c'est pas un outil magique, il faut vraiment le pratiquer avec beaucoup de prudence, mais on peut considérer le hedging dans certaines circonstances, en tout cas lorsqu'on n'est pas un hedge fund, comme un mécanisme actif de résilience, parce que ça permet aux traders de s'adapter à des conditions de marché défavorables, de protéger le capital et de maintenir une capacité opérationnelle, notamment dans son sens psychologique du terme. Alors après, évidemment, moi je vais pas passer en revue toutes les, pour peu que je les maîtrise en plus, c'est ce qui est une autre question, mais toutes les techniques de hedging possibles. La première technique de hedging possible, elle est toute simple, c'est-à-dire que ici, plutôt que de mettre un stop loss, vous allez mettre ici une position, ouvrir une position short. Et lorsque le marché finit par vous donner raison, vous la fermez. Vous fermez cette position short. Ça, c'est une première chose. Donc là, c'est vraiment juste un outil accolé à la gestion du risque. Une autre façon de voir les choses, c'est simplement de dire, ici, j'avais des conditions d'un modèle, donc là, ici, c'est un modèle 2022, j'avais les conditions d'ouverture d'un trade, d'une position longue, mais à l'intérieur de cette position longue, lorsque je me retrouve avec des conditions d'ouverture d'une position short, j'ouvre cette position short, tout simplement. Donc par exemple, ici, j'avais les conditions d'ouverture d'une position short. J'aurais très bien pu, ici, rentrer sur une inefficience en M1, par exemple, et puis hedger cette position short avec, ici, une position longue. Donc il faut se méfier parce qu'après, on peut se retrouver à empiler des positions dans tous les sens et ça devient ingérable. Donc c'est bon, faut vraiment faire attention à ça. Tout ça, évidemment, ce sont des choses qui vont se backtester dans un premier temps et se tester avec notamment le mode démo ou comme je le fais ici, le mode replay. Donc, par exemple, sur Bitcoin, je suis rentré sur une position longue en daily, voilà, avec un objectif qui est à, 150 000 par exemple. Et à un moment donné, où je suis rentré en position spot, je me retrouve ici avec les conditions d'ouverture d'une position short. Donc je vais ouvrir cette position short. Et donc, tant que le marché va dans le sens inverse à mon pari initial, évidemment, en UPNL, je perds sur cette position spot, mais par contre, en USDT, si c'est mon collatéral, je vais gagner sur tout ce retracement. Alors, pour terminer, et parce que j'en ai parlé dans mon dernier Market Review, moi, il y a un outil que j'utilise de plus en plus souvent, parce que je le trouve absolument génial, pour cette finalité en tout cas, parce que j'utilise dans plein d'autres contextes, et je pense que je ferai bientôt une vidéo dédiée à cet outil, c'est Good Crypto, parce que il y a des algorithmes dans Good Crypto qu'on peut détourner de leur utilisation normale, et c'est notamment les bots DCA. Alors là, on est ici sur Bitcoin, je vais aller sur Good Crypto, d'autant que ce qui est absolument génial maintenant, c'est qu'on peut faire du paper trading dans Good Crypto avec BitGate. Donc pour accéder au paper trading dans Good Crypto, c'est très simple, vous allez ici sur BitGate, et là, dans la liste des assets, vous allez taper test, et là, vous allez tomber sur toutes les paires qui sont proposées en paper trading. Donc moi, je souhaitais, on va dire, on est sur quelque chose de théorique évidemment, hedger une position spot longue que j'avais ouverte sur Bitcoin. Parce que psychologiquement, ça me pose un souci de sortir. Parce que je veux rester engagé sur le marché. Quand je dis je parle pas de moi évidemment, mais je parle d'un trader qui ne veut pas sortir du marché, pour qui cette idée génère une souffrance. Donc là, je vais ouvrir SBTC contre SUSD. Là, je vais aller dans Algo et je vais rester sur DCA. Je vais passer en manuel et donc je vais passer en ordre de vente. D'accord? C'est-à-dire que là, on va shorter le marché. Alors, je vais aller en daily. Et donc, ici, sur ce point précis, modifier le prix, comme ça. Voilà, l'entrée théorique. Là, voilà. Sur ce point précis, je vais ouvrir un algo qui va programmer des ordres de vente au fur et à mesure que le prix s'éloigne de cette entrée théorique. Et l'avantage de cet outil, c'est que il va prendre régulièrement des profits dans la descente. C'est-à-dire, c'est pas simplement un ordre short qui va courir tout le long, mais c'est un ordre short qui va réaliser des profits sur toute la descente. Je dis bien réaliser des profits. Là, ça ne sera pas de l'UPNL, ça sera du real. Et donc là, je vais déterminer ici
le nombre d'ordres que je veux passer, par exemple c'est 10, voilà, ça veut dire qu'en gros, il va pouvoir encaisser le prix jusqu'à 138 250. Donc ce qui est contre-productif, parce que moi, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux que pour ma position spot qui est ouverte sur le compte spot. Donc je vais soit diminuer le nombre d'ordres, soit diminuer l'écartement, par exemple, pour protéger ma position jusqu'à, par exemple, 106 000. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer l'écart par rapport au premier ordre de moyenne, je diminuer l'écart entre les ordres de moyenne, par exemple, je peux garder les multiples, et je ne suis même pas obligé d'appliquer une martingale, je peux très bien rester sur les ordres qui seront équipondérés, c'est-à-dire la même taille. Et voilà en gros. Et donc, mon objectif, ça va être de dire, ben moi, je souhaite, dans la descente, ici, prendre des profits tous les 2 ou 3%, peu importe. On va mettre 3%. Et lorsque le prix va continuer à aller dans le sens inverse à mon engagement spot, tous les 3%, il va réaliser des profits et il va ouvrir automatiquement, parce que j'aurai ici cliqué sur répéter sur TP, il ouvrira une nouvelle position short et il réalisera les profits tant que le marché ira dans ce sens, dans un sens qui est baissier. L'avantage, c'est que si le marché se reprend, eh ben, j'aurai juste à venir rogner sur tous les gains que j'aurais fait dans la descente. Et donc, je ne serai pas perdant. C'est ce qui fait, par exemple, que sur le Botlim, sur AR, moi, j'ai ouvert ici un DCA dans cette zone, là, sur ce displacement. Et que, en fait, là, sur toute la descente, je dois être à peu près à, je crois, 8 itérations. Et pour chaque itération, j'ai récupéré 2% de profit. Ce qui fait que, en réel, c'est comme si, pour moi, le prix était dans cette zone, et non plus ici. Et donc après, lorsqu'il va finalement remonter, ça va venir, soit je décide de sortir au moment où j'ai pris les gains que je souhaitais prendre, soit je laisse le bot prendre ses profits, et a priori c'est plutôt en ce qui concerne la stratégie que je vais adopter, parce que je sais que le Botlim prend ses profits, et ce qui fait que non seulement j'aurai dégagé du profit de cette descente, mais j'aurai augmenté mes profits lorsque le bot viendra les prendre. Bon, j'espère que c'est clair. Après, c'est un outil qu'il faut éprouver, qu'il faut tester. Donc l'avantage avec Good Crypto et BitGet, c'est que vous pouvez le tester, voire même pourquoi pas mesurer le réel impact que ça peut avoir sur votre portefeuille. Alors, dans Good Crypto, vous ne pourrez pas modéliser les Botlim, parce que les Botlim, ils sont très spécifiques, c'est pas qu'un simple bot DCA, c'est quand même plus complexe que ça, mais vous allez quand même pouvoir vous approcher de la vocation de ce bot, qui est donc d'acheter lorsqu'il y a un flux baissier, en faisant l'hypothèse, et que le marché va se reprendre suffisamment pour que, à un moment donné, il y ait possibilité de prendre des profits. Et en parallèle, vous allez pouvoir ouvrir sur un niveau que vous aurez décidé, ou sur des signaux que vous aurez décidé, une position short en DCA, de sorte à venir minimiser l'impact de cette action du prix baissière, voire même dégager des profits, réussir à dégager des profits de cette action du prix. Alors en plus, bon, si ça peut vous permettre d'essayer Good Crypto, vous allez voir que l'essayer, c'est l'adopter. Moi, ça fait des années que je travaille avec cet outil, et vraiment, j'en suis vraiment satisfait, et ça a vraiment modifié mon trading, ma façon d'appréhender le trading. Vous trouverez un lien d'affiliation dans les commentaires avec 25% de réduction sur l'abonnement max annuel. Et vous pourrez également tester les nouveautés là qui sont arrivées sur la dernière mise à jour, c'est la 2.2.3. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de nouveautés, mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et même sans forcément prendre un abonnement, vous pouvez l'essayer, je crois, gratuitement pendant 2 semaines, il me semble. Si jamais vous comptez l'acheter, passez quand même par mon lien d'affiliation, même si vous faites l'essai gratuit, parce que au moment où vous passerez à l'achat, vous aurez la réduction. Bon, j'espère que ça vous sera utile. C'était une vidéo un peu particulière, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé un peu de théorie de psychologie, mais tout ça pour vous faire entendre que en trading, la psychologie, c'est une part extrêmement importante qu'il ne faut pas minimiser, qu'il faut intégrer, qu'il faut prévoir. Et vous tomberez notamment sur YouTube sur des vidéos qui démontrent que même sans modèle de trading, c'est-à-dire juste en lançant une pièce à pile ou face, avec un bon money management, et donc avec une bonne gestion du risque et avec une bonne psychologie, on peut arriver à dégager des profits sur les marchés.
Et à côté de ça, vous trouverez aussi de nombreuses démonstrations de personnes qui ont des modèles qui sont gagnants, qui ont des bonnes statistiques et qui arrivent à être en perte simplement parce qu'ils n'ont pas une bonne gestion de leur psychologie. Donc c'est vraiment important. Allez, bonne journée.